Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés surtout parce que je compte sur vous pour donner votre avis dans la section commentaires, étant donné que dans cette vidéo je vais aborder un sujet qui paraît pas spécialement intéressant, pas spécialement profond, pas spécialement, on va dire, enfin c'est pas un sujet qui paraît si pertinent que ça, mais en réalité on va aller vers quelque chose d'assez sérieux et surtout d'assez problématique. En effet, dans cette vidéo, j'ai envie de rebondir sur les récentes déclarations de Yann Moix. Si vous êtes sur internet régulièrement, vous avez forcément dû entendre parler de cette déclaration complètement lunaire de ce bon Yann Moix qui expliquait que jouer aux jeux vidéo, passer 25 ans, c'est être un demeuré, c'est être un abruti, c'est pas bien, c'est honteux. Alors bien sûr, il est revenu sur ses déclarations, il a pas complètement assumé, parce qu'il s'est pris un petit shitstorm, rien de bien méchant je pense, mais bon, ça a suffi pour le faire rentrer dans le rang, et il fallait, enfin, j'avais envie de vous en parler, mais pas que de ça, car Yann Moix est une personnalité assez symptomatique de son époque, et qui incarne justement le contre-exemple à suivre. Vraiment, j'ai jamais vu une personnalité comme Yann Moix qui soit aussi, je vais pas dire antifonctionnelle, mais aussi peu inspirante, sur absolument tous les plans, et surtout, sur le plan humain. Vous avez forcément entendu parler de la loi des séries, l'alignement des planètes, ce genre de choses, eh bien, j'ai bien l'impression que dans le cas de Yann Moix, il y a une sorte d'alignement des planètes, mais qui vont jamais dans son sens. Et pourtant, il est toujours là. Mais là, le gars, il a accumulé quand même deux trucs assez forts, c'est donc ses déclarations vis-à-vis des gens qui jouent aux jeux vidéo. Vous allez voir que ces déclarations sont assez symptomatiques et surtout problématiques. C'est vraiment symptomatique d'une vision du monde et d'une approche de la réalité qui est complètement hors sol. Et on peut, je vais rebondir là-dessus, vous verrez bien. C'est mon avis, hein, bien sûr, ça n'engage que moi. Donc il y a eu sa déclaration, et dernièrement sont tombés au même moment, hein, avant ou après, je sais plus, parce que ça s'est déroulé super vite, mais en gros, on a vu cette vidéo qui a fuité, cette vidéo où on voit Yann Moix, enfin on entend Yann Moix avec Depardieu, qui parle de femmes de façon absolument horrible, odieuse, enfin on ressent de la malveillance et de la... Enfin, j'ai ressenti une gêne immense quand j'ai écouté ces deux mecs-là. Et je sais très bien que certains vont dire « Oui, mais c'est privé, on n'a pas donné notre avis, etc. » Non mais attendez, là on parle pas d'une discussion de chantier entre deux collègues qui bossent dur toute la journée, on parle de deux personnalités françaises qui sont censées quelque part nous représenter, donner une bonne image de nous. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, ça remonte à quand la dernière personnalité française qui a réellement donné une bonne image de nous à l'étranger? Vraiment, je me pose la question, parce que j'ai bien l'impression que depuis quelques temps, on n'a pas une seule vraie personnalité française qui nous fasse rayonner juste un minimum. Je sais pas si c'est moi, mais j'en connais pas beaucoup qui peuvent servir d'inspiration pour le reste du monde entier. En tout cas, voilà, c'est pour ça, moi, l'excuse du « oui, mais c'est une discussion privée, on peut pas juger », non mais attendez, on parle pas d'une discussion privée de deux lambda, mais de deux personnalités qui ont du poids déjà à échelle nationale, mais surtout à échelle internationale, compte tenu de ce qui s'est passé, compte tenu de ce qui s'est produit, parce que qu'est-ce que vous croyez? Le monde entier est au courant de cette histoire avec Depardieu par rapport à ces accusations, etc. Chose dont je vais parler, hein. Je vais revenir sur le cas de Depardieu, j'avais déjà fait une vidéo sur le bonhomme, et je maintiens mes positions, je ne comprends pas comment on peut défendre un mec comme ça, enfin si, je le comprends, et c'est justement ce dont je vais parler dans cette vidéo. Je suis que en mode improvisation encore une fois, hein. J'ai pris quelques notes, vraiment, quelques-unes là comme ça, mais je vais quasiment pas les consulter, je les ai notées pêle-mêle, en plus j'écris n'importe comment, c'est des mots, vous voyez pas avec le reflet, mais enfin, c'est juste des trucs qui me viennent en tête, et je m'en sers pour les ressortir. C'est pour ça, donnez votre avis dans les commentaires les gars, parce que votre avis compte, je veux savoir quelle est votre vision des choses, et pitié, je vous en supplie, je vous en conjure, pas de mauvaise foi. Pas de mauvaise foi, pas de défense, vous savez, parce que j'en vois beaucoup, hein, et je me suis presque, pas fâché, mais presque, avec des bons amis et des abonnés par rapport à Depardieu, parce que GG, faut pas y toucher. GG, il est intouchable, GG, c'est Obélix, c'est le papa, quoi. Non mais les gars, à un moment, il va falloir évoluer, parce qu'on peut pas rester coincé dans cette mentalité complètement obsolète. Une mentalité qui est malheureusement, j'ai envie de dire, vous m'excuserez, mais... Je suis désolé, mais j'ai pas d'autres mots, mais c'est une caractéristique, malheureusement, très... française. En tout cas, le Moix, semaine bien chargée pour lui, donc ses déclarations sur les jeux vidéo où il s'est mis à dos une bonne partie de la population française, et à juste titre, et ses récentes déclarations qui sont sorties où il expliquait en gros à Depardieu que lui, son kiff, c'était de serrer des meufs en difficulté, qui sont en détresse psychologique, parce que voilà, il peut avoir l'ascendance sur elles, et ça, il faut qu'on en parle. Je vais parler d'Yann Moix, également de Depardieu, et surtout du fait que ces individus sont symptomatiques d'un environnement, d'un système, d'une vision du monde, une vision du monde qu'il va falloir larguer très vite, parce que c'est une vision qui nous tire vers le bas, qui nous ridiculise aux yeux du monde entier, qui nous tire vers le bas, comme si on était déjà pas assez... comme si on était
pas déjà au fond du trou, du point de vue de la réputation? Parce que je sais pas si vous réalisez, mais les Français, en termes de réputation à l'international, c'est une catastrophe, et ça absolument partout, aussi bien dans les pays anglo-saxons que dans les pays asiatiques, que dans les pays africains, partout. En fait, les Français n'ont plus la cote, comprenez ça, et c'est pas avec des gens comme ça, c'est pas avec ces gueules qu'on va remonter en termes de popularité, je suis désolé. Donc installez-vous bien, parce que ça va être assez mouvementé, je vais secouer le cocotier, on va dire de certaines... Je veux pas dire de la bien-pensance, parce qu'on est au-delà de ça, je veux dire, c'est maintenant devenu... Enfin, j'ai presque envie de dire que c'est devenu obsolète maintenant, ce genre d'appellation, mais je pense que maintenant, il est temps qu'on évolue, il est temps qu'on passe dans une autre époque, quand je dis je, on est nombreux à le penser, hein, croyez pas que je suis le seul, hein, loin de là, mais je pense qu'il va falloir sortir d'une certaine forme d'école de pensée qui est obsolète, qui est hors sol, qui est déconnectée des réalités actuelles, des réalités du monde qui nous entoure, parce qu'on est en 2025, et je trouve ça complètement dingue qu'on aborde encore des thèmes qu'on abordait déjà, enfin on boucle sur des thèmes qu'on écoutait déjà, qu'on entendait en 2010, en 2005, en 2000, en 95... Je n'en peux plus. Donc bref, Yann Moix, on va commencer par le bonhomme. Alors qui c'est? Yann Moix, il a plusieurs cordes à son arc, c'est un écrivain, également un éditorialiste, enfin je crois, enfin c'est un mec qui bosse à la télé, qui fait des chroniques, tout ça, donc pour la télévision, pour la presse, tout ça. C'est également un réalisateur, car il a tourné 2 films, un en 2004, Podium, qui est relativement connu, que beaucoup apprécient, et Cinéman en 2009, un film qui est régulièrement moqué, qui est considéré comme un des pires films français jamais produits, mais je dois admettre, vraiment, je suis désolé, mais j'ai vu ce film en 2009, à sa sortie, et je dois admettre que je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Et je sais que certains vont me trouver tout sauf crédible par rapport à ce que... Mais je dois dire la vérité, quand j'ai vu ce film, j'ai pas été spécialement choqué, je l'ai pas trouvé si... Je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, c'est pas ce que je veux dire, je vais pas le comparer à There Will Be Blood, mais je ne l'ai pas trouvé aussi mauvais qu'on le dit. La même année est sorti un film comme Coco de Gad Elmaleh et Safari d'Olivier Barou. Je peux vous garantir que ces films-là, c'était des épreuves, littéralement. Et j'ai plus souffert devant la stupidité abyssale, l'infantilisation d'Olivier Barou avec son Safari, et j'ai radicalement morflé devant le Coco de Gad Elmaleh. Enfin, j'ai bien plus souffert devant ces films que devant Cinéman. Ils sont sortis la même année, à peu près au même moment, et je crois que je suis le seul à défendre Cinéman. Je l'ai vu qu'une seule fois, je sais pas si j'aurai le courage de le regarder une seconde, mais je me souviens qu'à l'époque, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Bon, voilà. C'est dit, il fallait que ça sorte, je pouvais pas garder ça sur la conscience plus longtemps. Donc bref, Yann Moix, c'est un personnage qui est quand même assez atypique, et qui fait beaucoup parler, enfin qui faisait et qui fait encore beaucoup parler maintenant, et je pense que ces déclarations, c'est davantage une manière pour lui d'avoir, on va dire, les projecteurs sur sa tronche. Il fait partie de cette catégorie de gars qui sont pas spécialement hyper talentueux, mais qui ont ce truc, et ces mecs-là, leur manière de se faire connaître, c'est raconter des conneries, balancer des shitstorms, surfer sur le bad buzz, et ça c'est un truc que j'ai remarqué qui est quand même assez français, dans le sens où beaucoup de youtubeurs font ça, beaucoup d'artistes font ça, c'est-à-dire qu'ils sont dans la polémique, la critique, tout ça, y compris dans la politique, et la métapolitique surtout. On joue sur le clash, la critique d'un tel, on se tire dans les pattes, c'est quelque chose de très malsain, très sournois, très anxiogène, et ce Moix, il fait un peu partie de cette façon de faire, où en gros, pour exister, il faut qu'il balance une dinguerie pour se faire détester, afin d'avoir la lumière sur lui, pour après, potentiellement, se faire passer pour la victime, ou le mec qui a subi, on va dire, une foudre, des insultes, etc. C'est une technique qui est utilisée par beaucoup, et j'espère qu'un jour, cette technique cessera, parce que ça permet à certains losers de tenir, d'exister, alors que, normalement, on devrait davantage exister par son talent, et par sa capacité de création, Normalement, dans un monde normal, on devrait davantage pouvoir être mis en avant de par un certain apport à la communauté, à la civilisation, à l'humanité, appelez ça comme vous voulez, plutôt que par le clash, la critique. C'est quelque chose de très facile, qui est, qui fait un peu de bien, parce qu'on aime bien un petit peu les clashs, les trucs comme ça, mais au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu lassant, ça commence à devenir assez anxiogène. Et donc Moix, j'ai bien l'impression qu'il est là-dessus, qu'il est branché sur ce canal-là, parce que ce gars-là, même s'il est assez éclectique sur pas mal de domaines, on sent bien que ce gars-là, il a besoin de ça pour exister, il a besoin de montrer qu'il n'est pas d'accord, montrer qu'il tient des positions radicales, etc. Et dernièrement, on peut dire qu'il en aura sorti pas mal. Dernièrement, il avait, je crois, c'était en 2020, il avait balancé des conneries sur ses parents, comme quoi ses parents le frappaient, le tabassaient, l'humiliaient, etc. Alors ses parents ont démenti et ont expliqué que non, c'était pas vrai. Alors après, je me suis pas trop penché sur le dossier, parce que les histoires de famille, tout ça, moi c'est pas mon truc, hein, c'est assez... Bon, et comme ils disent très bien, comme ils disaient très bien ses parents, parce que j'ai lu l'article sur Wikipédia. En gros, les parents sont accusés de maltraitance, tout ça, alors que ses parents lui ont quand même financé son appart, enfin lui ont payé son loyer, et financé ses études jusqu'à ses 30 ans.
Voilà, on n'est pas du tout dans la famille hyper brutale, sans pitié, qui fout dehors le gamin à 10 à 18 ans pour qu'il se démerde, pour qu'il travaille. D'ailleurs, c'est un truc, j'ai remarqué, très branché à l'ouest, pour l'anecdote, parce que j'ai vécu en Europe de l'Est, j'ai vécu en Bulgarie, et je me souviens que ma copine de l'époque, elle était partie de chez ses parents à 30 ans, à l'âge de 30 ans, et en gros, elle m'expliquait bien le différentiel entre les pays de l'ouest et l'est. En gros, c'est dans les pays de l'Ouest, on vous fait comprendre à 18 ans que ce serait pas mal que vous dégagiez, quoi. Surtout chez les prolos et les classes les plus modestes, ce qui est assez paradoxal. C'est-à-dire dans les classes les plus modestes, enfin, après ça dépend d'où, mais chez moi, je sais que c'était plutôt mal vu les gamins qui restaient à la maison, enfin, je veux dire, dans la résidence familiale, passaient les 18-20 ans, quoi. En gros, t'as 18 ans, t'es censé avoir ton permis, ton boulot, tu dégages, quoi. Et enfin, c'est une mentalité qui est très présente à l'Ouest, j'ai remarqué, alors qu'à l'Est, c'est pas du tout ça. Et je me souviens que, enfin, j'ai vu un mème qui circulait là-dessus d'ailleurs dans ces pays-là, et ma copine avait approuvé ça, parce qu'en gros, quand elle avait eu 30 ans, elle a annoncé à ses parents, parce qu'elle habitait encore chez ses parents, elle a dit bon bah ça y est, je m'en vais, j'ai mon diplôme, maintenant c'est bon, je peux être indépendante, je prends mon petit appart, je pars à la ville, quoi. Et elle m'a raconté que sa mère s'est mise à pleurer, et son père lui a dit mais pourquoi tu nous quittes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te prend, quoi. Là-bas c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est en gros, non, on veut garder les enfants le plus proche de nous, le plus longtemps possible, et je trouve ça beau, quoi. Bon bref. En tout cas, Moix se plaint de ses parents. Alors a priori, son père l'aurait brutalisé, l'aurait d'ailleurs parce que Moix avait réagi à une déclaration de Patrick Sébastien, comme quoi Sébastien aurait dit que prendre une petite fessée, c'était pas si grave, et il avait traité donc Moix avait traité Sébastien de salaud par rapport à ses déclarations, parce que après je pense qu'il y a une histoire de gabarit. Moix ça a pas l'air d'être un mec super balèze, donc oui, j'imagine que la brutalité, lui, ce qu'il a dû ressentir, ça devait pas être la même chose que Patrick Sébastien, qui a l'air d'être un bon Gaulois, bien balèze. Enfin, faut aussi prendre en compte l'anthropologie des gens, quoi. C'est-à-dire, moi je comprends tout à fait que les mecs plus petits soient plus sensibles que les mecs balèzes de 2 mètres, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne fais pas... bien évidemment, il y a des petits qui sont super solides, faut que je précise ça. Je sais qu'il y a des petites personnes qui sont solides et fortes mentalement, et des grands qui sont faibles et qui sont pas spécialement balèzes, mais vous m'avez compris, quoi. C'est une petite parallèle, petite digression, mais voilà, moi que ça a fait courir des bruits sur ses parents, comme quoi c'était des ordures, comme quoi ils lui ont pourri la vie, etc. Mais ça a permis justement ces accusations, ces potentielles fausses accusations, de mettre en avant la personnalité de Moix, qui visiblement devait être une sacrée crevure auprès de sa famille, notamment son petit frère qui le persécutait au point de lui foutre la tête dans les chiottes et tirer la chasse d'eau. Enfin, a priori, il a fait ça, quoi. Et le mec vient quelques années après expliquer que les jeux vidéo, c'est pas bien pour la santé mentale parce que ça crée des dangers publics. Parce que sa déclaration sur les jeux vidéo, en gros, il expliquait que jouer aux jeux vidéo passé 25 ans, c'est un truc de malade mental parce que ça crée des fous, l'humain est trop intelligent pour jouer aux jeux vidéo. Je pense que derrière ces déclarations, il y a une sorte de mépris de classe, parce que je pense pas que Yann Moix ait bossé plus de 8 heures ou 10 heures dans une usine, sur un chantier, parce que quand vous avez vraiment bossé, physiquement, je veux dire, quand vous avez pas juste écrit des missives sur un traitement de texte ou je sais pas quoi, quand vous avez fait une vraie journée de boulot, c'est pas que vous avez pas envie de lire, c'est pas que vous avez pas envie de stimuler votre intellect, mais vous avez envie de vous détendre, vous avez envie de vous poser, et pour ça, le jeu vidéo, c'est un excellent palliatif. Vaut mieux jouer aux jeux vidéo, je sais pas, que de boire de l'alcool, fumer des clopes, faire des conneries. Bon, parfois on peut faire tout en même temps, mais je ne juge pas. Mais voilà, pour avoir beaucoup bossé, quand je rentrais du taf, j'avais pas spécialement envie de me taper le rouge et le noir de Stendhal, ou alors, je sais pas, du côté de chez Swan. Alors bien évidemment, encore une fois je précise, j'imagine qu'il y a de rares exceptions, où des mecs qui bossent sur des chantards, ou alors en abattoir, qui, quand ils rentrent du boulot, se jettent sur un Zola ou sur un Dumas, mais personnellement, je pense pas que ce soit la majorité le cas de la majorité des gens qui bossent, quoi. Généralement, dès qu'il y a un petit peu de temps libre, on se détend, on fait des trucs un peu stimulants, mais je veux dire stimulants dans le sens dans le sens plaisir du terme. Enfin bref, vous m'avez compris. Et donc je perçois un petit peu chez ce Moix une sorte de mépris de classe, quoi, parce que s'il avait vraiment bossé, s'il avait vraiment fait des vrais boulots, enfin je parle de boulots physiques ou des boulots aliénants, ou alors des trucs, vous savez, voilà, des bullshit jobs. Et encore, je trouve que l'appellation bullshit job, c'est assez dégueulasse, parce que des bullshit jobs, en réalité, c'est tout métier a son importance, tout métier a son apport à la civilisation, parce que j'en entends beaucoup dire « Ouais, mais regarde, il y en a, ils font des boulots, des bullshit jobs, ils cochent des Excel, ils font des boulots absolument productifs. » Mais les gars, on n'est plus en 1812, où il fallait impérativement que chaque individu, normalement constitué avec 2 bras et 2 jambes, fasse un métier ultra important, où toute la communauté dépendait absolument de chaque individu. On est dans un autre système, dans un autre monde. Et aujourd'hui, eh bien, il faut, déjà on est trop nombreux sur le marché du travail.
Et ceux qui ont un boulot de type bullshit job, je tiens à vous dire que ces boulots sont quand même utiles. Parce que par exemple, quand vous avez un problème avec votre téléphone, enfin avec votre smartphone et que vous voulez contacter le service client, bah au bout du fil, il y a un mec qui fait comme on dit, bullshit job. Et vous êtes content de le trouver ce gars-là. Quand vous perdez votre téléphone, quand vous perdez votre carte bancaire, faut bien appeler quelqu'un ou faut bien contacter un service. Bon, là, vous tombez sur quelqu'un qui fait un bullshit job. Vous voyez bien que ces gens-là, en réalité, sont bien plus utiles que vous le pensez. Alors oui, il y a des abus, oui, il y a des fois des boulots, on se dit, bon, attendez les gars, voilà. Mais ne soyons pas complètement négatifs sur tout, et justement, si on en arrive à un point, à un stade où on peut créer des bullshit jobs, ça veut dire que notre civilisation a grandement évolué, grandement avancé, et c'est terminé l'époque où on envoyait les gamins bosser dans les mines à l'âge de 12 ans, bon bref, voilà, vous m'avez compris. Et donc, Moix a fait ses déclarations, donc où il crachait sur sa famille, il s'est fait remettre à sa place, on a ressorti des dossiers parmi tant d'autres, parce qu'il entraîne des casseroles, le Moix. Voilà, le mec il avait fait des caricatures anti-sem quand il était gamin, enfin non même pas, quand il était étudiant, donc quand il était déjà bien, en plus c'était un intello, c'était un mec intelligent, c'était pas n'importe qui, quoi, c'était... On parle pas d'un gars paumé, complètement voilà, isolé socialement, qui a subi un dumping social. Non, on parle de quelqu'un de cultivé, qui a plongé dans l'antisémitisme, qui a préfacé des bouquins soi-disant d'auteurs antisémites ou je sais pas quoi. Également, à son CV, on peut ajouter d'autres déclarations plus récentes. Alors, il y a ses déclarations sur ses parents, des déclarations sur les femmes, où le mec disait texto, ouais, bah, moi, les meufs de 50 ans, ça me plaît pas, parce que passer 50 ans, une meuf n'est pas intéressante, parce que Yann Moix, c'est un Apollon, Yann Moix, voilà, quel beau gosse, c'est le nouvel Henri Cavill, quoi, c'est le Brad Pitt français, quoi, c'est dingue, quoi, le manque de, de recul de ces mecs-là, parce que je sais très bien que pour certains, surtout la vieille école, ouais, les femmes, ça vieillit comme le lait, pendant que les hommes, ça vieillit comme le vin, non, pas toujours, les gars, pas du tout, surtout aujourd'hui, à l'heure actuelle, où les femmes vieillissent justement de mieux en mieux, de par le fitness, le sport, l'absence de boulot, de métier trop contraignant, etc. C'est vraiment, vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a de vivre à notre époque. Et donc, voilà, c'est ce mec-là qui se permet de donner des leçons, qui se permet de dire des saloperies, parce que quand bien même on le pense, on n'a pas besoin de le dire. Quand bien même on penserait, on n'est pas attiré par les meufs de plus de 45, 50, 60, est-ce qu'il y a nécessairement besoin de le dire? Est-ce que vous croyez pas que ces femmes, qui déjà prennent dans la tronche le mur de l'âge, tout comme nous d'ailleurs, vous croyez que ça fait plaisir de vieillir pour un mec? Non, c'est voilà, notre physique se casse la gueule, on devient beaucoup moins beau gosse, on perd nos cheveux, c'est pas du tout fun. Bon bah, c'est déjà dur pour un mec, alors pour une femme c'est encore pire, surtout les femmes qui ont un capital beauté quand même assez élevé dans leur jeunesse, et qui voient leur physique, on va dire, dépérir d'année en année. Et encore, heureusement qu'aujourd'hui on a le fitness, on a la chirurgie, on a tout ça pour réussir à maintenir tout ça, mais c'est très dur mentalement pour une femme. Et ce mec-là, écoutez, il rend pas service à l'humanité ou quoi que ce soit avec ce genre de déclaration. Il n'y a pas besoin de balancer ce genre de saloperie. Je ne dis pas qu'il faut forcément faire de la guimauve et sortir de la démagogie sans aucune aucune conviction, mais il y a des choses à pas dire, quoi. Et parfois, comme me disait mon père, il m'a pas donné beaucoup de bons conseils dans la vie, mais m'en a donné un qui était pas mal. Il y a rien de plus facile que fermer sa gueule. Et dans le cas d'Yann Moix, je pense qu'il devrait pas mal s'inspirer de cet adage. Et donc je trouve ça absolument honteux de sortir une citation, enfin une phrase pareille, parce que on ressent, quand bien même il le pense, on ressent pas une forme de malveillance, mais presque. Enfin, je sais même pas s'il était vraiment, je sais pas s'il était vraiment malveillant dans sa façon de le dire, même si, quand je vois son visage à Yann Moix, c'est un problème, quoi. On ressent, quand je vois ce gars, je sais pas, le regard, c'est le miroir de l'âme. Enfin, on voit sur les traits du mec que, je sais pas, je ressens pas spécialement de bienveillance, ni de, de gentillesse, je sais pas, je ne ressens pas ça. Peut-être que c'est une crème dans l'intime, on n'en sait rien, mais j'en doute personnellement. Et donc, dire ce genre de truc, quand bien même on le penserait, c'est faire preuve de, quand même, de malice et de vice quand même, ou alors de misogynie cachée, parce qu'on sent bien que ce gars doit en avoir gros sur la patate. Il a dû se faire, parce qu'aussi pareil, ce gars, je vais pas insulter le physique, mais ce gars a dû galérer avec les meufs, et quand il a eu du pognon, quand il a eu un statut, quand il a eu une position sociale, j'imagine qu'il a pu s'amuser et rattraper le temps perdu, quoi. Et, voilà, le gars, il rebondit sur des déclarations complètement pas lunaires, mais juste indignes. Pour la base, on est quand même le pays des gentlemen, enfin, je sais pas quoi, des gens qui ont une certaine forme de, de dextérité orale avec les femmes. Il y a une certaine forme de techniquement, je vais pas dire de Dolce Vita, parce que c'est plus à l'italienne, mais enfin, les Français ont quand même à la base une réputation de dragueurs, de je sais pas quoi, de mecs qui s'y connaissent en femmes, et balancer ce genre de saloperie, je sais pas, ça fait pas spécialement honneur, quoi. Ce serait bien de voir de temps en temps un mec un peu beau gosse, ou alors un type normal qui balance autre chose que des conneries, quoi. C'est ou de la démagogie, ou alors des trucs salaces, quoi. Bon bref, j'ai l'impression que c'est ça entre les deux, pour le peu de fois où je regarde la télé.
Mais à chaque fois que je mets la télé, j'ai l'impression qu'on n'a pas évolué d'un iota du point de vue, de la vision du monde, de l'approche de la vie, etc. Et de toute façon, d'ailleurs, ces déclarations, ça dénote une certaine forme de misogynie qui est encore bien présente et qui malheureusement, j'ai l'impression, est en train de s'aggraver. Et moi, je comprends très bien le mindset des mecs qui n'aiment pas les femmes. Je les comprends très bien parce que, à une époque, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire du point de vue... du point de vue analyse, du point de vue, tout simplement. J'ai eu une approche de la vie qui se rapprochait vraiment du mouvement des Myctos, le plus gros mouvement de losers qui a jamais vu le jour. Je pense pas que ce mouvement existe encore, hein. C'était à la mode en 2016-2017 et ça a progressivement disparu, et tant mieux, parce que vraiment c'était un mouvement qui a attiré beaucoup trop de jeunes vers l'abîme. Jamais été un incel, enfin à part quand j'étais jeune, quand j'avais rien pour moi, que j'avais pas de copine, mais avec le temps, j'ai pas eu à me plaindre dans ma vingtaine ni ma trentaine. Pour autant, j'ai adopté une vision du monde très dark et très nocive et négative vis-à-vis des femmes. Parce que j'ai été trop faible mentalement pour m'émanciper de ce genre de vision du monde, et en même temps j'avais envie de voir ce que c'était de rentrer dans la tête des mecs qui sont vraiment qui pensent de façon marginale, parce que moi j'ai toujours été plus ou moins un marginal de par mon parcours, etc. Et j'avais envie de toujours aller vers ceux qui étaient un peu mis de côté, qui étaient un peu mis, on va dire, sur le bord de la route, et il n'y avait pas plus marginaux à l'époque que les Myctos, donc je me suis dit allez vas-y, j'y vais, je vais voir comment ils pensent, et effectivement, j'en suis vite sorti, quoi. Et, en France, j'ai remarqué, il y a vraiment une culture miso qui est encore bien présente, et on l'a vu notamment via l'affaire Depardieu, parce que Depardieu, on lui pardonne tout. Depardieu, c'est le papa, c'est Obélix, hein, il peut rien faire de mal, et quand bien même, c'est pas grave. Mais ça, je vais en revenir un peu après, parce que j'ai envie de revenir sur Moix. Attendez, là, je vais me pencher sur mes notes. Voilà, c'est que le mec, en gros, je vais revenir à ses déclarations, parce que je pourrais revenir sur d'autres trucs, hein, sur Moix, hein, notamment ses déclarations, ses fréquentations, je sais pas quoi. Ce mec me paraît surprotégé, surcouvert. Je sais pas pourquoi, le mec il a un réseau de zinzin, hein. C'est pour ça moi je m'inquiète pas pour Moix, hein, parce que lui, visiblement malgré ses conneries, malgré ses dingueries, il reste en place, il restera en place, dans 6 mois il ressortira une connerie, encore il va trouver un truc pour exciter les foules, je pense que c'est comme ça qu'il va faire. Mais pour revenir à ses déclarations sur les jeux vidéo, pour moi ça dénote pas simplement que d'une forme de provocation, c'est aussi la preuve d'un mindset complètement dépassé, complètement hors sol, complètement franco-centré, parce que il n'y a qu'un Français pour dire que les jeux vidéo, c'est un truc qui rend fou, parce que c'est le genre de discours que j'entendais dans les années 90, les années 2000, un peu 2010, un peu moins après, mais on sent qu'on n'évolue pas, quoi, parce que mine de rien, y a de plus en plus de gens qui jouent aux jeux vidéo, on a fini par prendre le pas, mais ça a mis du temps, hein, ça a mis du temps à rentrer. Je me rappelle très bien de mon père, ses déclarations, ses réactions quand il me voyait jouer aux jeux vidéo quelques heures, lui, il pensait que j'allais finir, ça a bien marché, j'ai fini marginal, quoi, finalement, mais pour d'autres raisons, mais quand il me regardait, il pensait que j'allais finir complètement fou, quoi, alors que la plupart des gens que je connaissais qui ont joué aux jeux vidéo, c'est des gens qui ont bien tourné, qui ont réussi dans la vie, qui avaient qui ont réussi tout simplement. Et en France, on a un rapport très, comme dans tout d'ailleurs, on prend tout un petit peu en mode c'est pas bien, sur tous les sujets. Regardez par exemple, on l'a vu avec l'IA, on l'a vu également avec Internet. Je me rappelle quand Internet a débarqué, les gens étaient un peu circonspects, ils savaient pas trop, ils trouvaient que c'était complètement ridicule, que ça servait à rien. Finalement aujourd'hui Internet, c'est chez tout le monde. Même chose à l'arrivée de YouTube, à l'arrivée de Facebook, tout le monde était contre. Tous les Français trouvaient ça scandaleux, machin, ça servait à rien, voilà. Et l'IA par exemple, il y a la même chose à l'heure actuelle, même si ça commence tout doucement à changer. Mais quand l'IA est arrivée, je n'ai entendu que des critiques négatives, y compris du côté des geeks, y compris de mes potes qui sont à fond dans la tech, à fond dans l'informatique, c'est en mode mais l'IA, mais c'est nul, parce que regarde, t'as vu sur les dessins qu'ils font, l'IA est pas foutue de faire des mains, alors c'est de la merde. Non mais je n'en peux plus de ce genre de réaction, vraiment, où en mode, il leur faut tout de suite, et tout bien nickel. Non mais les gars, chaque avancée, chaque technologie, chaque nouveauté, au début c'est de la merde, c'est normal. La première bagnole, le premier prototype de voiture, c'était une catastrophe, ça avait du mal à rouler, ça faisait un bordel pas possible, fallait l'entretenir sans arrêt, il y avait même pas de fenêtre, il y avait rien, vous preniez le vent, la pluie dans la gueule, tout ça.
On a démarré avec ça, et aujourd'hui on a des bagnoles qui se conduisent toutes seules, et qui sont tout confort. Les téléphones portables, les premiers au début, c'est des trucs gigantesques qui ressemblaient à des lance-roquettes. Maintenant, n'importe quel mec au RSA, il peut avoir un smartphone avec toutes les applis possibles et imaginables, et avoir dans son smartphone, c'est un ordinateur en fait. Le smartphone, c'est un ordinateur, et tout le monde a ça à l'heure actuelle. Enfin, c'est l'évolution, quoi. Et l'IA, c'est pareil. Au début, c'est pas terrible, c'est pas top, mais vous allez voir que dans 10 ans, l'IA, ça fera partie de notre vie de façon intégrale. Déjà, c'est le cas plus ou moins maintenant pour pas mal de gens. Les Américains, les Coréens, les Japonais, les Émirats Arabes Unis, tout ça, ces pays-là, ils ont compris que l'IA, c'était la technologie de demain, et ils misent un max de pognon là-dessus. Et nous, on commence à ouvrir les yeux maintenant en mode « Oh, c'est peut-être intéressant, c'est peut-être important, on va peut-être s'y mettre. » Et là, maintenant, ça y est, ils ont injecté des milliards là-dedans, mais... il aura fallu le temps, quoi. Il aura fallu que d'autres le fassent pour qu'on le fasse. Et bon, voilà, en France, il y a une certaine forme de réaction vis-à-vis du progrès, mais du progrès dans le sens, le progrès, hein, je vous parle pas du progressisme idéologique, tout ça, sociétal, non, je vous parle du progrès technologique. Nous, on a une certaine forme une approche assez négative vis-à-vis de la technologie, de la tech. Je dis pas partout, mais du point de vue de la vision, c'est quand même encore diabolisé. Et enfin, j'ai le ressenti déjà, mais je pense que c'est aussi parce que la France est un pays qui fait vieux, déjà de base. C'est-à-dire qu'on a la plupart des musiques, par exemple, en termes de musique, on n'innove pas. En termes de film, on n'innove en rien. En termes de cinéma, tout ça. En termes de... Enfin, on fait toujours la même chose, des plans, des chants contre chants. La musique, on n'innove plus rien. C'est quoi le groupe français récent? Citez-moi 10 groupes français sortis il y a plus de 15 ans, qui sont du même niveau, je sais pas, que les plus grands groupes américains sortis, c'est les plus grands artistes américains sortis ces 15 dernières années. On a quasiment plus rien. Même les jeunes aujourd'hui, ils bouclent sur des trucs des années 80. J'ai fait une soirée avec des jeunes qui avaient entre 18 et 22 ans, ils s'ambiançaient sur le lac du Connemara. J'ai cru que j'allais crever. Même chose avec des chansons du type téléphone, tout ça. C'est vraiment toi. Enfin, mais... Oui, les années 80, c'était cool, les gars, mais est-ce qu'on peut arrêter de boucler là-dessus H24, quoi, s'il vous plaît. Donc, en France, on est quand même un pays de boucleurs et un peu trop branché sur le canal passé. Et ça doit jouer, je pense, aussi avec la géographie, parce que par exemple, quand je vois dans le gros des villes françaises, alors ça a son charme, hein, mais je vois, c'est beaucoup de vieilles pierres, beaucoup de vieux bâtiments, et encore une fois, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai rien contre les vieux bâtiments, etc., mais le truc, c'est que les bâtiments, ça reflète quelque part une certaine forme de vision, à savoir, on reste dans une certaine forme de passé, et surtout, on est dans une forme d'idéalisation du passé, alors que le passé, c'était pas du tout drôle. L'histoire de l'humanité, c'est un film d'horreur quotidien. Il y a encore pas si longtemps, le travail, c'était quelque chose de vraiment horrible. Les relations hommes-femmes, c'était pas du tout la joie. La brutalité infantile, ça faisait partie du quotidien. La misogynie, j'en parle même pas. Enfin, c'était horrible, l'histoire. Faut en prendre conscience de ça. Je sais que ça en choque certains, ce que je viens de dire, mais aucun d'entre vous, ici, n'aurait pu supporter 10, 15, 20 minutes dans la vie d'un Français moyen des années 30, des années 1910, des années 1800 et quelques. C'était trop dur, c'était trop horrible. Et on a une espèce de forme c'est une dissonance en mode on idéalise le passé, alors qu'en réalité il n'y avait pas grand chose à idéaliser. Oui, ils faisaient des beaux bâtiments, oui, ils avaient tous des métiers qui produisaient des grandes richesses, etc. Je suis d'accord, mais du point de vue de la vie quotidienne, c'était pas top, hein. Rien que sur le plan médical, c'était pas top du tout. Et quand je me balade par exemple dans ma ville, et dans d'autres villes, je vois constamment les vestiges du passé. Alors que moi, j'aimerais voir un peu plus, je sais pas, de buildings, de bâtiments modernes. Et je sais que vous n'êtes pas d'accord. Je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes pas d'accord, parce que vous allez me dire « Oui, mais de quoi tu parles? Regarde, les États-Unis, ils ont pas d'histoire. L'Australie, pareil, le Japon, ils ont que des trucs modernes. » Quoique le Japon, d'ailleurs, c'est un bon compromis. Tiens, voilà, tiens là. Le Japon a réussi parfaitement à mixer modernité et tradition. Je pense qu'on devrait faire comme les Japonais à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'au niveau architectural, au niveau de tout, on devrait pouvoir mixer style ancestral et modernité. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde, parce que vivre constamment dans le passé, je le vois très bien, hein, parce que je sais que beaucoup ne sont pas d'accord, mais j'en vois beaucoup, enfin, rien que le nom des villages, etc. Chaque fois quand je rentre dans un petit village, dans un vieux village, ça me met un petit coup au moral, parce que je me dis, ouais, c'est beau, c'est pittoresque, c'est mignon, mais putain, j'ai l'impression de revenir en 1813, quoi. J'aimerais bien vivre dans mon temps, quoi, dans mon époque. Et je sais très bien, certains d'entre vous vont me dire, oui, t'es qu'à aller aux États-Unis, t'es qu'à aller... Pitié, épargnez-moi ça. Pareil, là aussi, évoluons en termes de mentalité. Est-ce qu'on peut avoir le droit d'avoir un avis divergent, s'il vous plaît? Après, je m'inquiète pas, parce que le gros de ma communauté, c'est des gens intelligents, qui ont... Franchement, d'ailleurs, j'en profite pour dire merci, parce que je sais que la plupart des gens qui me regardent, c'est des gens de ma communauté. Vous êtes en or, sachez-le. Parce que vraiment, je connais très peu de commus. Enfin, j'en connais, hein, mais dans le milieu, cinéma, de ça machin, analyse, j'en connais très peu qui ont une vision aussi saine et aussi positive de la vie.
C'est tout à votre honneur, et tenez bon, parce que vous allez inspirer d'autres en étant comme ça, en étant aussi positif. Même si vous ne croyez pas spécialement en vous, comme moi je n'ai jamais cru en moi pendant autant d'années, maintenant ça y est, je crois en moi, enfin, par la force des choses, par l'expérience, etc. Croyez au moins dans le reste de l'humanité pendant un petit moment, et vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus simple après. Voilà, ayez confiance. Et donc, voilà, on a une certaine forme de fétichisation du passé, et où j'en étais, bordel, ah, ça c'est l'inconvénient de pas prendre des notes, voilà, c'est que Moax, il renvoie à un mindset à l'ancienne, genre, jouer aux jeux vidéo, c'est un truc de débile, et ça crée la violence, parce que c'était en réaction à l'affaire absolument atroce de la pauvre gamine qui a été massacrée par un démon à visage humain, je vais même pas prononcer son nom, je vais même pas montrer sa photo, je vais juste montrer la photo de la gamine pour qu'on se rappelle d'elle, pour qu'on se rappelle de ce visage, mais cette gamine a été massacrée par une ordure, j'ai pas d'autre mot, et encore j'estime me modérer en disant ça, parce que le démon en question l'aurait massacré parce qu'il aurait perdu à une partie de Fortnite. Il a pété un plomb et il a voulu faire du mal à quelqu'un. Et à plus faible, hein, il n'a pas été trouvé un mec de sa taille, de son gabarit, même pas ça, même pas un mec de son niveau. Il a été s'en prendre à une gosse, quoi. Vraiment. Voilà, bon, je vais rien dire. Mais le mec, l'élément déclencheur, c'était les jeux vidéo. Donc on a reproché aux jeux vidéo de pousser à la violence. Et Moax, plutôt que d'être intelligent, plutôt que d'avoir du recul, plutôt que d'avoir une certaine forme de clairvoyance, il a été dans ce narratif. Alors que non, le jeu vidéo ne rend pas les gens fous. Ce gamin était déjà taré de base, il en avait déjà une case, et surtout il avait un entourage qui était pas du tout sain, étant donné que les parents laissaient faire. Il faisait des conneries, il était connu des flics, etc. Il persécutait sa petite sœur, et les parents ne disaient rien. Moi, c'est ça qui me choque. C'est que, désolé, mais zéro respect pour les parents, parce qu'ils ont laissé faire, ils ont laissé couler. Le mec avait 23 ans, ils avaient déjà vu des signes avant-coureurs, et ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour le cadrer. Résultat, une petite est morte. Définitivement. Ce visage-là, cette gamine, elle est morte, vous réalisez? Elle ne grandira jamais, elle n'ira plus jamais à l'école, elle ne tombera jamais amoureuse. Vous avez conscience de ça? Bon bah, normalement, des parents normaux auraient dû voir potentiellement ce qui aurait pu se produire avec celui qui a fait ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ouf, c'est assez lourd. Je vous avoue que je me suis pas senti bien après cette nouvelle, hein, parce qu'on a l'habitude en France des horreurs au quotidien, il y en a tout le temps, mais comment dire, ça m'avait atteint bien évidemment, mais ça m'avait atteint, mais voilà, faut aller au-delà, faut aller de l'avant. Et moi, ça rebondit là-dessus en mode ouais, les jeux vidéo rendent fou, mais eh bien les jeux vidéo c'est comme les flingues. Oui, les jeux vidéo c'est comme les flingues, dans le sens où si par exemple un pistolet est posé sur cette table, j'ai pas à m'en inquiéter. Si quelqu'un de bizarre le chope, par contre là je vais commencer à flipper. C'est pas l'outil le problème, c'est celui qui est au bout, c'est celui qui le tient, celui qui l'utilise. Et c'est exactement pareil pour l'IA, pour, je sais pas moi, pour l'alcool, pour le sucre, pour ce que vous voulez. En soi, ça ne pose pas de problème, mais c'est ce qu'on en fait, c'est comment on l'utilise. Vous voyez où je veux en venir, donc surfer sur le côté oui, les jeux vidéo rendent fou, je trouve ça complètement hors sol, insultant, ordurier, et surtout, c'est pour moi aussi, encore une fois, un mépris de classe dissimulé, parce qu'on est vraiment dans le pur cliché de l'intellectuel, salonnard parisien, bref, bon, tout ce que je déteste, et, tout ce qu'on déteste, je pense, et cette déclaration, comment dire, enfin, les jeux vidéo rendent fou, mais je veux dire, c'est dingue. Les Japonais, les Coréens, eux, c'est les rois du jeu vidéo, tous les gosses sont sur des écrans H24, ils font pas spécialement de dingueries, ils font pas des mass murder, des trucs comme ça. Alors évidemment, j'imagine qu'il y a eu des folies, mais en soi, statistiquement, c'est rien. On parle de pays avec plusieurs centaines de millions d'habitants. Bon, donc c'est encore autre chose. Est-ce que, comment dire, j'ai envie de dire que on n'a pas attendu les jeux vidéo, par exemple, pour créer des guerres mondiales. Est-ce que vous pensez franchement que Adolf H, il avait ragé après un online sur Red Dead Redemption 2? Est-ce que vous pensez que Mussolini, il a ragé après une partie de Gran Turismo? Non, la violence a toujours existé, et on n'a pas attendu les jeux vidéo pour faire des conneries, pour bousiller son prochain, pour le pulvériser. Donc c'est pour ça, le coup du jeu vidéo créer la violence, c'est pas vrai. C'est à échelle, à la rigueur, à échelle, on va dire... voilà, c'est... Le Moax a fait d'une minorité une généralité, et ça c'est indigne, et surtout ça lui enlève son statut de penseur. Comment on peut oser se revendiquer intellectuel quand on sort des conneries pareilles? Je suis désolé, ça prouve que son niveau est extrêmement bas, repose uniquement que sur du clash, il y a rien intelligent là-dedans, c'est quand même dingue. Et ce mec-là est éditorialiste, écrivain, tout ça, bref, c'est une dinguerie. Et ça, c'est une posture à l'ancienne, parce que effectivement, j'ai connu trop de vieux qui pensaient comme ça, le jeu vidéo c'est pas bien, ça rend les gens fous, etc. Alors que
Oui, bah ça peut exacerber certaines pulsions, ça peut exacerber certains jeunes qui sont... Mais généralement, quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a autre chose. Généralement, ces gamins qui sont accros aux jeux vidéo, c'est parce qu'il y a un manque, il y a, comment dire, quelque chose d'autre, quelque chose sur lequel il faut travailler. Manque de dépenses physiques, manque d'amour, manque de je sais pas quoi, ou c'est aussi comment dire, ça permet également de nous évader. Je pense que le jeu vidéo également c'est un bon palliatif à l'alcool et à la violence, parce que moi perso, quand je suis pas bien, quand je suis un peu énervé, bon bah j'allume ma console et je dégomme des mecs sur Call of Duty, quoi. Je me prends pour un Navy Seal, j'en joue pendant une demi-heure et après je suis posé, je suis calme, quand j'ai pas envie de faire de sport, quand j'ai pas envie de me bouger. Donc c'est réducteur de sa part, et j'aimerais rebondir également sur ce côté moralisateur insupportable de chez Moix, alors que le gars cumule les casseroles, et surtout c'est affiché avec un porc comme Depardieu. Je le dis franchement, je n'ai aucun respect pour Depardieu, et je sais que je vais en choquer certains, mais Depardieu, les gars, c'est pas votre père, c'est pas votre pote. Ce mec-là se fout de vous, il en a strictement rien à secouer de ce que vous pensez de lui, vous pouvez le défendre, il s'en fout. Ce mec-là, il est comme le gros des personnalités françaises qui ont été adulées, ils sont complètement hors sol, déconnectés, et ils se foutent de leur public. Peut-être qu'à l'échelle individuelle, peut-être que certains d'entre vous lui ont serré la pogne, etc., et que ça s'est bien passé, mais n'empêche que ce gars-là, c'est juste un acteur. Alors oui, il a fait des grands films dans les années 70-80, je précise, on parle pas de ses films récents, parce que ça fait plus de 20 ans que Depardieu ne tourne rien de propre. Enfin, il a arrêté de tourner maintenant, mais je veux dire, pendant 20 ans, on l'a vu tourner dans tout et n'importe quoi, faire des caméos, des machins, dans des films qui n'avaient aucune saveur. Il a tourné, je crois, à une époque, près de 2-3 films par an, c'était n'importe quoi, avec toujours le même rôle, hein, le rôle du vieux français bourru énervé, qui est en même temps un peu radical, mais qui est très ouvert sur l'autre, hein, parce qu'il a fait plein de films, on va dire, très larmoyant idéologiquement. Là, c'est ça qui, d'ailleurs, beaucoup de droitardés étaient du côté de GG, parce que ouais, GG c'est un bon Gaulois, ouais, mais n'empêche que dans beaucoup de films, quelque part, il fait il a un discours purement gauchiste, et et les droitardés, ce qu'ils ont aimé chez lui aussi, c'est que il se barre fiscalement pour aller vivre en Belgique ou en Russie, quoi. Génial, quoi. Super les références, quoi. Fantastique, quoi. Depardieu, quoi. Non, mais je sais pas, aux États-Unis, ils ont des Stallone, ils ont des Clint Eastwood, ils ont des Schwarzenegger, ils ont des mecs qui sont pas tous idéologiquement, politiquement sur le même plan. Par exemple, Schwarzenegger est plus, on va dire, branché gauche, et Stallone est plus branché droite, étant donné que l'un soutient Trump, l'autre non. Enfin bref, je me base sur les codes français, hein. D'ailleurs, vivement qu'il y arrive dans la politique pour qu'on en finisse avec ça. La politique, c'est obsolète, ça n'a strictement plus aucun intérêt à l'heure actuelle, c'est un truc qui c'est devenu trop n'importe quoi, tous ces partis, tous ces représentants, ça n'a aucun sens. Vivement que l'IA arrive pour faire table rase, on en finira avec la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, les partis centristes, machin. On aura un ordinateur, un supra-ordinateur qui décidera exactement ce qu'il faut faire pour la justice, pour l'économie, machin. Il saura dans quelle économie il faudra injecter du pognon, qui il faudra aider, qui il faudra arrêter d'aider, je sais pas quoi. Je pense que l'IA, vraiment là-dessus, va énormément nous aider, et du point de vue politique, ça pourrait faire un bouleversement de dingue. Et donc, où j'en étais, pom. Aux États-Unis, ils ont des mecs comme ça, des mecs qui pensent pas forcément pareil, mais qui ont cette vibe positive. Or, la seule vibe positive de Depardieu, c'est quoi? C'est un mec qui parle de bouffe, d'alcool, de bouffe, alcool, bouffe, alcool, bouffe, alcool, bouffe, alcool. Enfin, le mec, c'est que ça. Vous regardez les interviews de Depardieu sur ces 15 dernières années, c'est des fous rires complètement bourrés sur des plateaux, et tout le monde rigole, tout le monde est hilar en mode... Alors que c'est catastrophique, c'est une honte, bordel. Et certains vont me dire, oui, mais c'est parce que t'es trop américanisé, t'es trop habitué, gna. On s'en fout. La plupart des stars dans le monde entier, ils sont pas comme ça. Et je trouve ça catastrophique. Cette image qu'il nous donne, parce que le monde entier le voit, les gars, vous vous rendez pas compte, quand Depardieu avait eu sa période américaine, parce que les Américains donnent quand même leur chance, vous vous rendez compte que ces méchants Américains, ces salauds d'Américains, ils ont donné une chance à un mec comme Omar Sy. Ils ont donné l'opportunité à Omar Sy d'exister et de se faire une place à Hollywood, en commençant par Jurassic World, X-Men, etc. On a vu le résultat, le mec est revenu en France, et il va tourner que des films en France maintenant. Et je sais pas si on peut s'en enorgueillir. En tout cas, Depardieu a eu sa période américaine, il était aux États-Unis début 90, il a commencé à tourner des films, et puis il a commencé à dire des dingueries, c'était cru en France, et il avait expliqué qu'il avait pratiqué des yols en bande organisée ou je sais pas quoi, ce qui a choqué les Américains, parce que les Américains, ils ont leurs défauts, ils ont un puritanisme assez casse-couille, ils ont une certaine forme d'hypocrisie sur pas mal de domaines, mais du point de vue de la justice, ça rigole pas, et ils font le boulot à ce niveau-là. Et c'est, parfois, ils vont peut-être un petit peu trop loin, n'empêche qu'ils le font. Il nous a collé une honte monumentale, qu'il bousille sa carrière, c'est son problème, mais qu'il nous fout une image catastrophique, c'en est une autre. Et le truc, c'est que si Depardieu
est autant adulé à l'heure actuelle, c'est parce qu'en France, on a le culte du, comment ça s'appelle, du papa, le culte du, comment ça s'appelle, de celui qui est différent, celui qui est à part, et on est infoutu d'avoir ce qu'on appelle de la nuance. C'est où on adore, où on déteste. Et Depardieu, visiblement, il a encore adoré. Moi, je reconnais le talent du gars par rapport à ses films, surtout les vieux films des années 70, 80, tout ça, mais humainement, je le trouve dégueulasse, abject, immonde. Et me sortez pas le coup du oui, mais l'enregistrement qu'il y a eu avec la gamine, c'était pas la gamine dont il parlait, puis c'est du privé, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas exemplaire, c'est dégueulasse. Est-ce que vous auriez aimé que Depardieu parle de cette manière de votre femme, de votre nièce, de votre sœur? Non. Et surtout, me lancez pas sur les fausses accusations, parce que le mec cumule d'accusations, et pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Il a forcément dû faire des conneries, il a dû faire des dingueries, j'ai eu des retours de gens qui ont bossé avec lui, c'est pas du tout le papa Obélix que vous croyez que c'est, hein, parce que le gars, il se croit... il est intouchable, tout simplement. Il a fini par lâcher l'affaire à force d'être accusé, et remercier Internet pour ça, parce que s'il n'y avait pas eu Internet, le mec aurait continué ses dingueries, tripoté des assistantes, des maquilleuses, tout ça, il aurait continué. Heureusement qu'il y a eu Internet pour mettre ça en lumière, parce que en France, on a beaucoup de mal avec ce genre de sujet, on n'aime pas mettre ça en avant, parce que voilà, oh non, ça se fait pas, parce qu'il y a encore cette mentalité de bourgeois qui protège ses, comment dire, ses ouailles, et ceux qui font des dingueries. C'est juste honteux, et je trouve ça d'autant plus honteux, parce que moi, je comprends les puissants qui protègent leurs potes. Je comprends tout à fait. Mais alors, je n'ai aucun respect pour les gens de la base, ceux de mon milieu, ceux d'en bas comme moi, qui défendent un mec comme Depardieu parce qu'ils l'ont kiffé dans Obélix. Je suis désolé, mais là, pour le coup, là, je vais prendre les paroles de Moix. Je n'ai aucun respect pour vous, les gars, parce que c'est honteux. Vous le respectez uniquement parce que c'est un bon acteur, mais c'est surréaliste, c'est complètement lunaire. Et parce que c'est que des films. Hein. Oui, c'était cool à l'époque, c'était sympa. N'empêche que... bah, les faits sont là, quoi. D'autant plus que Depardieu, ouais, comme je l'ai dit, ça fait 20 ans qu'il tourne n'importe quoi. La dernière bande-annonce dans laquelle je l'ai vu, c'est dans Maigret. Mais regardez, lui, il est ridicule, quoi. On a l'impression qu'il fait 300 kilos, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous le trouvez crédible dans ce rôle? Enfin, je veux dire, même ça, par exemple, aux États-Unis, on n'aurait pas pu tolérer qu'un acteur se laisse autant aller. Le mec, on lui aurait dit, bon, écoute, on va t'engager un coach, tu vas prendre des... Voilà, on va te foutre à la diète pendant 6 mois et tu vas revenir en super forme, parce que tu peux pas te montrer comme ça. Alors non, en France, on accepte que les mecs fassent que... Voilà, deviennent comme ça, quoi. Puis alors, me lancez pas sur le coup du ouais, mais c'est parce qu'il a perdu son fils en 2008. On s'en fout de ça. Stallone, il a perdu son fils en 2013. Est-ce qu'il a fait des dingueries? Non, il a continué de tourner, il a continué d'être inspirant, il a continué d'être un exemple. Et il a beau être plus vieux que GG, eh bien, du point de vue de l'agnac, il a encore ça, il a encore cette flamme, il a encore cette énergie. Et donc c'est insupportable ce côté français à toujours vouloir, se démarquer, et surtout choisir le camp de la marginalité, mais la marginalité la plus cringe, la plus glauque. Et je sais très bien de quoi je parle, parce que j'ai moi-même été plus ou moins dans, vraiment, presque, ouais, par expérience, j'ai envie de dire, et par effet de... Parce que beaucoup comprennent pas, c'est que ceux qui tombent dans la radicalité, et dans la marginalité, il y a plusieurs raisons. D'un côté, c'est les traumas, d'un côté, c'est une façon d'être accepté parce que ces personnes-là ont été rejetées, et il y a aussi l'autre option, celui de faire chier, celui d'emmerder. C'est-à-dire qu'on choisit d'être un marginal juste pour montrer qu'on fait pas comme tout le monde. Dans tous les cas, je vais pas dire que c'est condamnable, mais c'est pas la voie à suivre. Et le truc, c'est que, défendre un mec comme Depardieu, compte tenu de ses casseroles, parce qu'il a des casseroles, il est juste hyper protégé, c'est tout, compte tenu de ses casseroles et compte tenu de ce qu'il dégage comme vibe, eh bien je suis désolé, mais c'est pas le bon mindset à adopter. Je suis désolé, hein, et c'est pas être américain mental, c'est pas être un japonais mental, c'est pas être un anglais, c'est juste être normal, tout simplement. Et donc, Moix, c'est ridiculisé, en nous insultant, nous les gamers, etc., comme si on était des déchets, ce genre de truc, bref, c'est... Enfin, surtout venant de lui, qui, jusqu'ici, nous a pas produit un texte vraiment bouleversant. Alors j'entends bien que parmi vous, il y a peut-être des lecteurs de Yann Moix, mais est-ce que ce mec-là a produit, du point de vue de la vibe, du point de vue de l'énergie, du point de vue du bon sens, du point de vue de l'intelligence, de la pertinence, est-ce qu'il aura produit vraiment une œuvre révolutionnaire? Dites-le moi, hein, franchement, parce que j'entends bien que le mec critique les gamers, mais qu'est-ce qu'il a produit, ce mec-là? Est-ce que vous imaginez, par exemple, pareil, un Stallone ou un Schwarzenegger dire que les jeux vidéo, c'est pour les débiles? Non, parce que ces mecs-là, malgré leur âge, ils vivent avec leur temps. Or, la France est un producteur de vieux au niveau de leur tête, hein, parce que j'ai connu plein de jeunes, pareil, qui avaient cette même approche, et c'est dramatique, c'est une catastrophe, et je pense que ça va changer, parce que sous le poids de l'évolution, de la marche de l'histoire, ça finira par changer, mais il est temps que ça change très vite, et qu'on en finisse avec cette mentalité, cette approche, cette vision du monde, ce côté mi-aigri, mi-obsolète, complètement déconnecté du reste du monde. Il va falloir qu'on en finisse avec ça. Et à mes yeux, Moix, il est symptomatique, et Depardieu est symptomatique. C'est honteux qu'on défende encore ce mec à l'heure actuelle, c'est... voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est honteux. Et s'il a arrêté de tourner, s'il a pas fait de démenti, s'il a pas
c'est pas pour rien. Si le mec n'avait rien fait, s'il était clean, mais vraiment clean, il aurait fait une déclaration à la télé en mode bon les gars, c'est des fausses accusations, parce que les mecs s'imaginent que les meufs qui portent plainte contre Depardieu, c'est des nanas qui veulent toucher du pognon sur son dos, qui veulent exister sur son dos, qui veulent exister médiatiquement. Non mais les gars, on n'est pas à Los Angeles, on est en France. Vous croyez franchement que les nanas vont devenir riches à millions et choper la moitié de la fortune de GG parce qu'elles disent à la télé que non, c'est pas comme ça que ça marche. Ces meufs-là ont été brisées, détruites, humiliées. Elles ont sûrement plus de trouver de taf dans la profession parce qu'elles ont eu l'outrecuidance de dire la vérité, chose que tout le monde savait plus ou moins. Enfin, ça montre à quel point ce milieu est absolument dégueulasse et qu'il est temps que ce milieu change. C'est plus possible parce que du point de vue moral, c'est infernal et du point de vue de l'image qu'on se tape, l'image qu'on renvoie aux nouvelles générations, c'est juste indéfendable, et il est temps qu'on évolue, quoi. Il est temps qu'on évolue tout simplement, et qu'on fasse table rase, qu'on oublie cette triste part de l'histoire, parce que vous verrez que dans le futur, de toute façon, il n'en restera rien. Donc, il n'en restera rien, à part de la honte. Allez mes amis, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à donner votre avis. Enfin non, partagez pas, c'est pas grave, mais donnez votre avis, c'est ce qui m'importe le plus, c'est ce qui m'intéresse le plus, et c'est ce qui intéresse les gens également. Donnez votre opinion, avec courtoisie et bienveillance bien évidemment, et je vous dis à bientôt, à une prochaine pour une prochaine vidéo, une critique, une analyse, je sais pas quoi, on verra bien. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.